Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Madame Richard, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok. Bienvenue à tout le monde, à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue et on vous remercie de vous être connectés pour assister à la quatrième édition des Cafés Diplo, qui sont organisés par l'Association du jeu de loi de Sciences Po Lille, la Revue internationale de Sciences Po Lille et en partenariat avec les Amis du monde diplomatique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Hélène Richard, qui est journaliste au monde diplomatique et spécialiste de la Russie. Votre dernier article en date, intitulé Alexeï Navalny, prophète en son pays, pardon, est paru notamment dans le Diplo du mois de mars. Et on vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et de venir nous éclairer sur la situation actuelle en Russie. Avant de commencer cette conférence, un petit retour sur les faits s'impose. En août 2020, Alexeï Navalny est victime d'un empoisonnement. L'opposant à Vladimir Poutine est ensuite soigné à Berlin, mais il décide, une fois soigné, de retourner dans son pays pour continuer son combat face au leader russe. Plusieurs questions aujourd'hui. Que signifie l'arrestation d'Alexeï Navalny sur la façon dont Poutine exerce son pouvoir? Jusqu'où peut aller cette affaire alors qu'Alexeï Navalny a entamé une grève de la faim? Mais aussi, quelles sont les caractéristiques du système politique mis en œuvre par Vladimir Poutine? Ou encore, que représente la nouvelle constitution russe votée l'été dernier? Et enfin, on abordera aussi les relations entre la Russie et l'Europe et comment les multiples atteintes à la démocratie du dirigeant russe peuvent mettre en danger ses relations avec son voisin européen. Donc cette conférence est l'occasion de revenir sur les derniers événements de ces dernières semaines. Et Hélène Richard, face à cette actualité aujourd'hui, quelle Russie à l'heure de Navalny? Merci beaucoup à vous pour cette présentation, puis pour votre invitation, votre travail pour faire connaître le monde diplomatique, promouvoir son travail. Donc, je vous remercie pour tout ça. Oui, ben, je vais essayer de revenir sur cette affaire Navalny, sur le personnage Navalny, pour essayer de comprendre, de revenir un peu sur sa trajectoire et aussi savoir ce qu'il représente en Russie. Ça me semble important de voir ce qu'il pèse, ce qu'il représente et à mon avis aussi de souligner d'une certaine manière l'existence quand même d'un relatif décalage entre son poids politique à l'intérieur de la Russie et la résonance qu'a pris son affaire à l'échelle internationale et pourquoi il peut y avoir un tel décalage. Alors, vous avez rappelé un peu succinctement comment ça s'est déroulé, les circonstances d'une tentative d'empoisonnement auquel il a effectivement réchappé cet opposant russe qui est un activiste, qui est connu comme un activiste anticorruption en Russie. Il y a réchappé, il s'est fait, donc, comme vous l'avez souligné, soigner en Allemagne. Et à peine avait-il posé le pied sur le tarmac de retour en Russie qu'il a été à nouveau incarcéré, ce qui a provoqué de vives protestations des pays occidentaux. Et aujourd'hui, il écope d'une peine de prison de 2 ans et 8 mois qui pourrait encore s'alourdir avec d'autres chefs d'inculpation. Et comme vous l'avez souligné aussi, il a déclaré une grève de la faim le 31 mars. Et aux dernières nouvelles, son état de santé se dégraderait rapidement. Donc, les perspectives pour Navalny sont assez sombres. Et effectivement, on doit le souligner, à n'en pas douter, il a fait preuve d'un courage personnel qui force le respect en décidant de revenir en Russie, parce il savait qu'il allait être jeté en prison. Cela dit, ça ne doit pas nous empêcher, je pense, de relever certains aspects peut-être un peu moins sympathiques, un peu plus sombres du personnage et de s'interroger, comme je le disais, de savoir ce qu'il représente politiquement en Russie. Alors, je vais essayer de revenir un peu rapidement sur sa trajectoire, cette trajectoire politique qui commence au début des années 2000, alors qu'il est un jeune avocat d'une trentaine d'années. Il milite au début, en fait, c'est quelqu'un qui a milité au tout début de sa carrière dans un parti libéral, un petit parti libéral, Yabloko, un parti d'opposition,
mais en raison de déclarations qu'il a faites à l'époque xénophobes, et ça l'a conduit à être exclu de cette petite formation d'opposition, et ça l'a conduit à créer en 2007 un parti de tendance nationaliste qui était intitulé Narod. Oui, Narod, ça veut dire le peuple en russe. En fait, à cette époque, il se rattache à une mouvance du nationalisme russe qu'on appelle les nationaux-démocrates, qui est une variante assez minoritaire et un peu atypique du nationalisme russe, puisque en fait, sont des gens qui à la fois sont pro-européens, c'est-à-dire qui voudraient voir la Russie se rapprocher de l'Europe, qu'ils estiment qu'elle est proche sur le plan, on va dire, civilisationnel, tout en défendant une identité nationale forte, notamment en se défendant d'un péril, celui de l'immigration musulmane en provenance des pays d'Asie centrale ou du Caucase, même si le Caucase fait partie de la Fédération de Russie, mais qui est en fait perçu par les nationalistes russes comme presque des terres étrangères, avec notamment le cas de la Tchétchénie, qui serait gangrénée par la corruption et l'islamisme radical. Alors, c'est des gens aussi qui citent souvent en exemple les pays baltes comme modèle, c'est-à-dire des pays qui se sont intégrés de plein pied à l'Europe, qui ont adopté un régime politique libéral, qui ont choisi aussi le libéralisme économique, autant d'options avec lesquelles Navalny est parfaitement d'accord, mais qui ont aussi une identité nationale très forte, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce mélange atypique à la fois pro-européen et nationaliste que défend Navalny, jusqu'au point que, par exemple, dans les années, à la fin des années 2000, vers 2007-2008, on voit Navalny défiler aux marches russes, qui sont un rassemblement annuel nationaliste qui se tient chaque année donc à Moscou et auquel il participe avec ses sympathisants qui défilent derrière le slogan « Arrêtons de nourrir le Caucase », en référence aux subventions fédérales que recevraient ces régions russes. Donc, du coup, c'est ce qui le rend dans un premier temps un peu infréquentable, on va dire, du point de vue occidental, mais il va prendre un tournant au début des années 2010, en créant sa première fondation qui s'appelle Rospil, qui aujourd'hui a pris le nom de Fondation Anticorruption, et qui va commencer à se positionner sur la thématique de la lutte contre la corruption en Russie. Donc, il va quitter en quelque sorte les rivages idéologiques un peu glissants pour devenir un activiste anticorruption. C'est d'ailleurs plutôt sa pente naturelle, puisque c'est quelqu'un qui est plutôt tourné vers l'action qu'un idéologue, on va dire. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à acquérir la sympathie de la presse occidentale, qui est toujours prompte à guetter et à encourager ceux qui défient le régime de Vladimir Poutine. On commence alors à le désigner comme le Julian Assange russe, et on fait passer un peu son nationalisme comme une sorte d'erreur de jeunesse, où on le rapporte au contexte politique de l'époque et le fait que dans tout l'échiquier russe à l'époque, il y avait un certain regain du nationalisme. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il multiplie les enquêtes avec cette fondation, sur des personnages haut placés de l'administration, de la justice. Il dénonce l'enrichissement personnel de hauts fonctionnaires ou d'hommes politiques. Et c'est en 2017 que pour la première fois, il s'attaque à l'époque au Premier ministre Medvedev, qui est alors Premier ministre,
en sortant un film qui fait grand bruit et qui suscite à l'époque une première série de manifestations assez importantes suite à la sortie de ce film. Cependant, il n'a jamais vraiment renoncé à faire de la politique, puisque en 2013, il va se présenter à la mairie de Moscou comme candidat à la mairie de Moscou, ou plutôt on va le laisser se présenter à la mairie de Moscou à ce moment-là. Il y a une sorte d'ouverture politique qui se fait, et il fait un score très honorable dans le contexte russe, puisqu'il recueille près de 30% des voix au premier tour, un résultat qui, à mon avis, a un peu surpris d'ailleurs le pouvoir russe, d'ailleurs. Il récidive en 2018, il tente de briguer cette fois-ci la présidentielle, il fait campagne, produit un programme dans lequel on voit d'ailleurs que ses convictions nationalistes ont été quelque peu gommées. Il a même dans son programme des éléments assez forts de politique sociale, enfin assez forts, disons qu'il y a plutôt des éléments sociodémocrates, on va dire, comme par exemple l'instauration d'un salaire minimum ou le développement du système éducatif, de santé, enfin des choses comme ça, mais avec une option toujours très libérale sur le plan économique, avec des baisses d'impôts massives pour les petites, notamment les petites et moyennes entreprises, et bien sûr la lutte contre la corruption et contre les oligarques qui sont mis en avant. Donc, c'est ce qui tente de défendre sur le plan politique, mais la commission électorale russe va invalider sa candidature. Donc, en gros, jusqu'à l'été 2020, le pouvoir russe semble avoir une stratégie par rapport à Navalny qui est plutôt la stratégie de l'empêchement. Il s'agit en gros d'empêcher Navalny de prendre trop d'importance sur le plan politique. Vladimir Poutine, d'ailleurs, prend soin de ne jamais prononcer son nom en public. On lui fait subir toute forme de harcèlement judiciaire pour entraver son action. Il a en cours divers procès. Il est assigné régulièrement à résidence. Il subit des arrestations administratives. Voilà, enfin, les choses en restent là dans des techniques en fait de répression assez classiques qui concernent d'autres opposants en Russie. Les raisons pour lesquelles il a été finalement visiblement choisi de l'éliminer restent un peu difficiles à cerner. On ne comprend pas très bien pourquoi le pouvoir russe a décidé de prendre le risque de l'éliminer, c'est-à-dire d'en faire un martyr, d'éventuellement braquer l'attention des pays occidentaux sur son régime politique. Donc, à cette question est difficile de répondre. On peut quand même avancer une hypothèse. Enfin, j'ajoute aussi que c'est difficile d'y répondre parce que, par ailleurs, à l'époque, avant son empoisonnement, sa tentative d'empoisonnement, Navalny ne constitue toujours pas en réalité une menace réelle pour le pouvoir russe. Par exemple, en 2017, si on s'en réfère à un institut de sondage qui est plutôt réputé pour son indépendance, le Centre Levada, il y a encore la moitié des Russes, quand on les interrogeait, ne connaissaient pas Alexei Navalny. Et juste avant son empoisonnement, quand on demandait aux Russes de citer 4 ou 5 hommes politiques dans lesquels ils avaient confiance, Navalny n'apparaissait dans la liste que dans 2% des cas. Alors que de son côté, Vladimir Poutine, il faut le rappeler, conserve quand même une confiance, la confiance d'une assez large majorité, même une large majorité des Russes, avec 64% d'opinion favorable, un score qui est en baisse par rapport à 2014, depuis l'annexion de la Crimée, mais qui lui laisse encore une marge de manœuvre confortable. Donc voilà, c'est encore des éléments qui rendent un peu difficile de comprendre la stratégie du pouvoir russe par rapport à Navalny, notamment le choix de l'empoisonner.
Mais oui, je pense qu'on peut quand même on peut essayer d'avancer un élément d'explication. Et d'abord que le Kremlin, il faut avoir en tête qu'il peut-être cherche de manière assez obsessive à prévenir, me semble-t-il, un scénario de révolution de couleur. C'est-à-dire tel que ça s'est passé dans les années 2000-2010 dans les anciennes républiques soviétiques, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une révolte sociale, un personnage ou des forces politiques, même si elles restent politiquement marginales, dans un premier temps, peuvent acquérir subitement de l'importance grâce notamment à des soutiens occidentaux. Et ça, c'est un scénario qui inquiète, voire obsède le pouvoir russe. C'est une lecture, et c'est la lecture aussi qu'a Vladimir Poutine des printemps arabes et surtout désormais de l'Ukraine qui, comme on le sait, a basculé du côté de l'Ouest depuis 2014. Alors, le fait que Navalny ait en fait une popularité croissante dans la presse occidentale, auprès des chancelleries occidentales, a pu pousser le Kremlin progressivement à une posture plus radicale, d'autant que, comme je vous l'ai dit, Navalny a toujours cherché à agir sur le plan politique et pas que sur le plan de la société civile, c'est-à-dire à briguer des mandats, à essayer d'influencer le jeu politique russe. Donc cette posture radicale, c'est sûr, et ça, c'est aussi la raison pour laquelle, me semble-t-il, le gouvernement russe est monté aussi intransigeant quand Navalny est revenu en Russie. Depuis Berlin, en fait, Navalny a fait deux choses qui ont beaucoup, je pense, braqué le pouvoir russe. D'abord, il a appelé à l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie, à l'unisson des chancelleries occidentales, et ce qui a sans doute conduit Moscou à le voir plus que jamais comme un agent de l'étranger, chose qu'ils veulent absolument aussi, enfin, qui contribue à promouvoir dans les médias publics russes de manière à le discréditer. Et aussi, il a humilié il a également humilié le FSB, puisque depuis Berlin, il a sorti une enquête qu'il a fait en collaboration avec des grands médias occidentaux, Der Spiegel, la CNN aussi, dans lequel il établit l'implication du FSB dans sa tentative d'empoisonnement de manière assez convaincante, il faut dire. Ce n'est pas le cas de toutes ces enquêtes d'ailleurs, mais celle-ci me semble plutôt accablante pour le FSB russe. Et en plus de ça, il a réussi à piéger un des membres de l'équipe chargée de l'opération chargée de son élimination, en se faisant passer pour un haut responsable de l'administration présidentielle au téléphone. Et celui-ci lui a donné des détails sur le modus operandi de son empoisonnement, ce qui a été quelque sorte une preuve accablante de l'implication du FSB dans cet empoisonnement. Donc, il a en quelque sorte ridiculisé les services les services de sécurité russes, ce qui n'a pas arrangé le traitement qu'il a subi une fois revenu en Russie. Donc, ce qui est sûr, c'est que voilà, en s'alignant en quelque sorte de plus en plus, depuis Berlin, effectivement, il a commencé à demander l'adoption de nouvelles sanctions occidentales. Notamment, il demandait, lui, le fait de sanctionner non pas simplement des hauts responsables de l'administration, voire des membres du gouvernement, mais carrément, plus précisément, les oligarques qu'il estime être en quelque sorte la base économique sur laquelle repose le régime de Vladimir Poutine. Ce qu'il n'a pas obtenu, puisque la Commission européenne y était favorable, mais les États membres
se sont en quelque sorte contentés d'adopter des sanctions contre un certain nombre des sanctions individuelles contre un certain nombre de membres de l'administration haut placés. C'est pas aller plus loin, mais quand même, il y a eu un alignement de Navalny avec les intérêts des chancelleries occidentales et d'une certaine manière, ça a été la raison pour laquelle Moscou s'est braqué. Ça s'est d'ailleurs tout à fait vu lors de la visite du chef de la diplomatie européenne à Moscou en février dernier, puisque Moscou n'a même pas attendu que Joseph Borrell ait repris l'avion pour décider d'expulser, alors qu'il était encore en Russie, plusieurs diplomates européens. Ça a été vécu par l'Union européenne comme une humiliation, comme une catastrophe. Mais pour Moscou, ça a été une manière de faire comprendre à Bruxelles que toute pression pour exiger la libération de Navalny serait interprétée comme une ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures. Donc, plus que jamais, Moscou n'a pas l'intention de plier, et donc les perspectives pour Navalny sont relativement sombres de ce point de vue-là. Donc voilà, alors pour revenir à une des questions initiales que vous posiez, c'est-à-dire qu'est-ce que cette arrestation dit de la manière de Vladimir Poutine, enfin, de la manière dont Vladimir Poutine exerce le pouvoir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il faut noter une forme d'intolérance totale envers des opposants qui, d'une manière ou d'une autre, seraient potentiellement alignés sur des intérêts occidentaux. Par contre, ce qu'on peut noter et ce qu'on a pu noter ces dernières années, c'est davantage de souplesse du point de vue du pouvoir russe vis-à-vis de mouvements sociaux qu'il interprète venir davantage de la base de son pays. Et ça s'est vu par exemple autour du mouvement des retraites contre une réforme qui a eu lieu en 2018 sur les retraites, qui a suscité des manifestations importantes en Russie et qui a conduit Vladimir Poutine à accepter un certain nombre de compromis sans opter pour la répression tout azimut. Donc, il y a des choses, des éléments un peu différents d'appréciation dans la manière dont on traite la société civile au sens large en Russie. Et voilà. Et ce qu'il faut quand même également, ce que je voulais aussi, le point sur lequel je voulais un peu insister aussi, c'est ce que je disais sur le décalage qui peut y avoir entre le poids politique de Navalny et la résonance de cette affaire à l'échelle internationale. On sait que la Russie n'est pas le seul pays, loin de là, hélas, au monde à tenter d'éliminer ses opposants, mais qu'effectivement, là, l'affaire Navalny a pris une importance assez importante dans les chancelleries occidentales. Évidemment, c'est à replacer tout ça dans le contexte plus général de la forte dégradation des rapports entre la Russie, l'Europe, entre la Russie et les États-Unis depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis, je l'ai souligné, l'annexion de la Crimée en 2014, depuis aussi l'élection de Donald Trump, qui a été interprétée à Washington par l'opposition démocrate, qui est désormais en responsabilité, mais à l'époque comme ayant été favorisée par l'ingérence de la Russie dans cette élection. Alors, on le sait aujourd'hui, comment dire, l'accusation qui a été faite à l'époque d'une collusion entre Moscou et Donald Trump, et aujourd'hui, on le sait, donc ne reposait sur aucune preuve matérielle, aucune preuve, ça a été, Paul. Ça a été démenti. Par contre, le fait que Moscou ait tenté en quelque sorte d'infléchir par l'intermédiaire de ces médias extérieurs, par l'intermédiaire de son action
sur les réseaux sociaux l'issue de cette élection est une thèse qui a cours à Washington et dont on accuse donc Moscou. On accuse donc Moscou de vouloir déstabiliser les démocraties occidentales, à mon avis, en exagérant largement la capacité de Moscou à le faire, puisque sa force de frappe médiatique ne lui permet pas vraiment, son poids économique non plus, ne lui permet pas de rivaliser avec l'Occident. Mais aujourd'hui, la Russie est en quelque sorte toujours invoquée comme à l'origine de presque tous les maux, et notamment de la montée des populismes. Donc voilà. Donc évidemment, quand l'affaire Navalny arrive sur ce terrain, il est effectivement c'est quelque sorte une opportunité que saisit Paris, Washington, Berlin pour en quelque sorte alimenter cette confrontation avec Moscou. Donc voilà. Par ailleurs, à Washington, l'affaire Navalny a aussi servi quelque chose qui compte beaucoup, c'est-à-dire la tentative de faire pression sur l'Allemagne et sur la Russie pour stopper la construction d'un gazoduc qui est presque achevé, qui est le Nord Stream 2, qui est un gazoduc qui doit acheminer du gaz russe en Allemagne, qui est presque achevé et qui déplaît fortement à Washington. Donc, il a été dit qu'en raison de la répression que subissait Navalny, il fallait adopter, il y a une pression de Washington sur l'Europe pour adopter des sanctions et notamment stopper la construction de ce gazoduc qui, pour Washington, renforce la dépendance de l'Europe à la Russie. Et par ailleurs, Washington est intéressé, en tout cas sous l'ère Trump, ça a été dit de manière tout à fait explicite, est intéressé d'exporter son propre gaz en Europe et n'est pas très contente de voir Moscou placer son gaz en Europe. Donc voilà, il faut effectivement replacer l'affaire Navalny dans ce contexte géopolitique plus global. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Alors, il y en a beaucoup de questions qui nous sont arrivées, notamment sur l'empoisonnement de Navalny et ses liens potentiels avec les États-Unis. Et alors, il y a une question qui est revenue, du coup, c'est pourquoi les pays occidentaux ont plutôt tendance à soutenir ceux qui défient Poutine, comme Navalny, du coup. Alors, l'implication des États-Unis dans l'empoisonnement de Navalny, d'ailleurs, il faudrait, je le note au passage, c'est une thèse qui est très populaire en Russie, puisque si je me réfère toujours à cet institut de sondage là dont j'ai parlé, le Centre Levada, je crois qu'à l'automne dernier, ils ont fait un sondage dans lequel 49% des Russes étaient persuadés que Navalny avait été empoisonné non pas par le gouvernement, enfin par la police politique russe, enfin par le FSB russe, mais par les services secrets occidentaux pour faire passer la Russie, pour aggraver en quelque sorte le cas de la Russie et démontrer qu'elle était une dictature sanglante. Mon opinion sur la question, mais après, je pense qu'il faudra avoir plus de recul. C'est évidemment difficile, mais comme je vous le disais dans ma présentation, les éléments qu'a apporté Navalny pour établir la responsabilité du FSB me semblent relativement convaincantes. Les journalistes qui ont travaillé avec lui affirment qu'ils se sont basés sur des données, il y a tout un ensemble de données sur lesquelles ils se sont basés,
ils ont eu accès à des fichiers, aux fichiers de passagers des vols intérieurs russes qui ont permis en quelque sorte de reconstituer les passagers qui systématiquement voyageaient en même temps que Navalny, et donc ensuite de retrouver par différents biais leur appartenance au FSB. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui peut demeurer un peu, je pense, ce qui peut encore questionner, c'est est-ce que les services secrets occidentaux ont pu participer à livrer des éléments d'enquête qui ont pu aider Navalny et ses journalistes à établir ces faits? Ça, c'est une possibilité. Mais il me semble que l'enquête, elle, est assez sérieuse. Enfin, elle donne des éléments assez convaincants. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. Voilà. Et il y avait une autre question. Est-ce que vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? C'était sur pourquoi, oui, voilà, pourquoi les pays occidentaux soutiennent plutôt les opposants à Vladimir Poutine. Tout simplement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, dans la mesure où il y a des relations très dégradées entre Moscou et l'Occident, évidemment, les personnages politiques qui pourraient incarner une alternative à Vladimir Poutine et qui pourraient mieux relayer en Russie les intérêts occidentaux sont bien accueillis et sont soutenus. Ça c'est une loi politique assez évidente. Merci. On avait aussi une question par rapport à ces anciennes condamnations, notamment en 2011 et en 2014. Et donc, la question, c'était que pensez-vous en fait de ces deux condamnations et pour laquelle d'ailleurs son frère purge une peine de prison et c'est aussi pour sa condamnation en 2014 qu'il avait été arrêté à sa sortie de l'avion en janvier dernier. Oui, en janvier dernier, effectivement, il a été arrêté sur le motif qu'il n'aurait pas respecté pendant la période de son séjour à Berlin son astreinte à un contrôle judiciaire. Évidemment, il n'était pas sur place, il n'était pas en Russie. Et donc, c'est dans le cadre de l'affaire dite Yves Rocher. J'avoue, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je ne veux pas faire passer ni Navalny pour une oie blanche. Donc, il a peut-être des choses à se reprocher. Il a effectivement eu des affaires économiques avec son frère. Il n'est pas exclu, dans le contexte russe, là, de ce que je sais de comment fonctionne l'économie russe, que sur le plan légal, il ait des choses à se reprocher. Par contre, il est évident que le pouvoir russe exploite éventuellement des éléments de cette nature, ce qu'il ne fait pas avec tous les entrepreneurs qui existent en Russie. Donc voilà, moi c'est difficile pour moi de répondre dans le détail des affaires judiciaires, mais à mon avis, c'est comme ça qu'on peut lire les choses. Donc ensuite, on avait une question notamment sur l'émergence de médias en ligne, comme The Insider, qui ont publié des enquêtes critiques du pouvoir russe. Et donc, la question était de savoir qu'est-ce que signifie cette émergence de médias en ligne et si l'Internet russe il reste encore un espace de liberté où les opposants peuvent s'exprimer. Alors, les médias en ligne, il y a effectivement, ça constitue… on est en Russie dans un contexte qui est un peu différent, par exemple, que de celui de la Chine, où il y a un contrôle, je dirais, beaucoup plus étroit, un blocage carrément on bloque les Chinois pour avoir accès à la toile, au web mondial. Ce n'est pas le cas en Russie. Par contre, on est en train de passer à une autre phase, c'est-à-dire il y a eu toute une époque
où il y a eu des médias en ligne qui se sont créés en Russie, avec des rédactions basées en Russie. Je pense notamment à un journal en ligne qui s'appelait Gazeta.ru. Enfin voilà, c'était une publication en ligne un peu critique et qui ont eu un certain nombre de bâtons dans les roues, effectivement de censure, de problèmes judiciaires, qui a conduit un certain nombre de journaux à s'expatrier et donc à travailler depuis l'extérieur de la Russie. Et notamment chez qu'on trouvait refuge dans les pays baltes. C'est le cas notamment de la rédaction de Medusa, qui a été créée avec une partie des anciens de Gazeta.ru. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de médias en ligne qui continuent de travailler, mais il y en a un certain nombre qui le font depuis l'étranger, quand même. Plus, il y a toute une législation qui commence à être de plus en plus restrictive sur les contenus qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux et une forme de resserrement sur la liberté d'expression sur la toile. Cela dit, il faut aussi rappeler que c'est toujours important de le rappeler, c'est une tendance aussi mondiale dans laquelle les démocraties occidentales ne sont pas non plus complètement, dont elles ne sont pas complètement exemptes elles non plus. Je vous rappelle que aujourd'hui, enfin encore récemment, Twitter a décidé de fermer le compte d'un ancien président des États-Unis, Donald Trump, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui quand même témoigne du fait que les plateformes ont désormais un pouvoir également de censure, dont on pourrait aussi s'inquiéter. Twitter a aussi, la semaine dernière, décidé de fermer 37 comptes russes pour le simple motif que c'était des comptes qui, selon ses dires, affaiblissaient la confiance dans l'OTAN, dans l'alliance militaire occidentale qu'est l'OTAN, et donc, sans avoir établi une quelconque responsabilité du Kremlin, enfin, d'un point de vue factuel, et tant bien même d'ailleurs, ils ont décidé de fermer ces comptes. Donc, il y a quand même un contexte assez plus global, aussi inquiétant, une sorte de guerre de l'information qui est globalement peu favorable à la liberté d'expression, y compris de ce côté-là de l'Europe. S'il y a d'autres questions, je veux bien y répondre. Oui, on avait une question qui portait du coup par rapport à la relation un peu entre Navalny et le peuple russe. Alors, vous avez déjà un peu commencé à en parler, mais c'était que souhaitent les Russes sur le plan politique? Et est-ce que Navalny répond vraiment à leurs attentes? Alors, je vous ai donné effectivement plutôt des éléments de sondage qui valent ce qui est. Enfin, c'est sans doute pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut dire. Déjà, premier point, quand Navalny est revenu en Russie, il a appelé à des mobilisations. Et celles-ci ont été relativement importantes. Elles ont été relativement importantes. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est qu'elles ont rassemblé des gens également dans les régions reculées de Russie, ce qui est un signe que la capacité de mobilisation de Navalny, en quelque sorte, dépasse le simple cercle de ses sympathisants. Et un certain nombre de personnes sont sorties dans la rue, pas pour Navalny, mais aussi pour dénoncer avec une dimension de critique plus générale de l'état social dans lequel se trouve le pays et de l'état politique dans lequel se trouve le pays. On a pu noter aussi que ceux qui participaient aux manifestations, ça avait un petit peu débordé le cercle, on va dire, des participants habituels que sont les classes moyennes éduquées urbaines
et qui avait des éléments, des gens plus issus on va dire, ce que certains ont appelé, certains analystes en Russie appelaient le prolétariat post-industriel, c'est-à-dire une jeunesse précaire qui sortait dans la rue d'ailleurs davantage pour, je pense, des questions sociales aussi. La situation sociale en Russie n'est pas formidable. En ce moment, il y a un élément qui inquiète beaucoup le pouvoir, c'est l'inflation. L'inflation est très forte, y compris des produits alimentaires. Donc, c'est aussi un des éléments qui sont tout à fait importants à souligner. Alors, ce que veulent les Russes sur le plan politique, c'est, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule réponse à ça. Les Russes, comme un groupe uni, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a une partie de la jeunesse qui n'a connu au pouvoir que Vladimir Poutine, qui est aux commandes du pays depuis 2000, en fait. Il a été d'abord nommé en 99, puis élu en 2000. Pendant une courte période, il a été Premier ministre en ayant placé Medvedev à la tête de l'État pour ensuite reprendre le pouvoir. Et donc, cette jeunesse qui n'a connu que Poutine est sans doute désireuse du changement, surtout, je dirais, la jeunesse éduquée, diplômée, des grands centres urbains, Moscou, Saint-Pétersbourg. Voilà. Mais la Russie est aussi un pays vieillissant. Et donc, et c'est surtout les personnes âgées sont des gens qui votent qui présentent des taux de participation aux élections plus importants que les jeunes. Et ces gens-là ont connu les années 90, qui restent pour les Russes un repoussoir, une période où la mise en place de la démocratie a été associée où les idées libérales, la démocratie a été associée à une période tout à fait chaotique, dans laquelle la Russie a perdu à la fois son statut international, mais aussi sa puissance économique, dans lequel les élections étaient manipulées par des oligarques qui s'étaient partagés les dépouilles de l'appareil productif soviétique. Et donc, du coup, Vladimir Poutine a fait son succès sur cette idée de restauration de l'autorité de l'État, sur cette idée de stabilisation politique, et c'est encore quelque chose auquel tiennent une partie de l'électorat russe, et qui a pu être même réactivé récemment avec avec le chaos dans lequel est tombée l'Ukraine après 2014, puisque c'est un pays qui aujourd'hui, sur le plan économique, va mal, et qui se trouve en guerre encore dans le Donbass, donc qui joue un peu le rôle de repoussoir, et également en Biélorussie récemment, puisqu'il y a eu aussi des manifestations contre Loukachenko, et qui ont été exploitées par le pouvoir russe comme une démonstration du danger qu'il y avait à choisir la voie de la révolution, de la révolte, etc. Donc, la réponse dépend en fait des groupes sociaux en Russie. Merci beaucoup. On avait encore une question sur Navalny. Là, ce serait plus de savoir s'il y aurait un homme politique français de qui on pourrait le rapprocher, notamment au niveau du programme. Est-ce qu'il y a quelqu'un en France à qui on pourrait rapprocher? Ou c'est un phénomène purement russe? Disons que faudrait prendre des éléments ponctuels de son programme. Comme je disais, sur les aspects un peu nationalistes, il est il peut avoir des éléments qu'on peut retrouver dans les programmes politiques il est peut-être de Marine Le Pen, quoique, je réfléchis en parlant, mais par exemple, sur les questions d'immigration, il a maintenu dans son programme
qui voudrait restaurer un régime de visa avec les pays d'Asie centrale qui sont d'anciennes républiques soviétiques, avec lesquelles il est assez facile de circuler et de venir travailler pour les Kirghizes, pour les Ouzbeks. Donc, il y a une relative forte immigration en provenance de ces pays et ils souhaitent rétablir un régime de visa pour endiguer cette immigration. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est un élément qui est un peu… Voilà. Par contre, comme j'avais dit, sur le plan politique, il y a des éléments, et notamment, je pense que les manifestations autour de la réforme des retraites en 2018 et la dégradation des conditions économiques avec la pandémie de Covid-19 l'ont poussé à introduire dans son programme des éléments plus sociaux qui ne sont pas son logiciel initial, mais qui, en quelque sorte, sont porteurs sur le plan politique en ce moment parce que la grogne sociale est importante en Russie. Enfin, les difficultés économiques sont importantes en Russie et qu'il est possible de mobiliser sur ces questions facilement. Mais son logiciel principal, quand même, c'est un libéralisme, y compris sur le plan économique. S'il souhaite, en fait, il est contre les oligarques parce qu'ils sont liés à l'État, qu'ils ont construit leur fortune sur des biens mal acquis, notamment au moment des privatisations des années 90. Il est pour une économie concurrentielle. Il défend les petits entrepreneurs ou les entreprises de taille moyenne. Globalement, il est contre l'impôt et plus généralement contre l'État, qu'il estime être une source de corruption en Russie, mais plus généralement comme étant source de corruption. De ce point de vue-là, il a un logiciel libéral. Je peux poser une question, Madame Richard? Oui, bien sûr. C'est Vladimir Tchiranine, parce que je peur qu'on n'y arrivera pas. Je l'ai écrit ici, un peu comme ça, Madame Richard. En quoi votre ligne éditoriale en ce qui concerne la Russie est différente de votre Big Brother, Le Monde, journal Le Monde tout court? Et encore, êtes-vous une russophone? Да. Говорите по-русски? Да, говорю по-русски. И можете смотреть русское телевидение? Конечно. Mais alors, tout le monde a compris, j'espère, non? J'ai demandé si Madame Richard elle a une possibilité de regarder des chaînes de télévision russes. Et elle m'a dit oui, sans accent, en parfait russe. C'est très sympathique. Elle m'a répondu que oui. Alors, peut-être vous avez vu, bien sûr, c'est des chaînes fédérales ce qu'on dit de propagande, les émissions de Solovyov, des émissions de VGRTK, deuxième chaîne, première chaîne, équivalente de nos France 2 et TF1. Il y a des experts qui ne sont pas mal. Tout ce que vous racontez, c'est diamétralement opposé à ce qu'ils racontent eux. Je peux vous donner tous les noms. Au fait, franchement, je ne savais pas que vous êtes une russophone, mais tout ce que vous racontez là, c'est la ligne de parti russophobe qu'il existe en Occident et bien sûr aux États-Unis. C'est mon opinion. Je peux démonter tout ce que vous dites avec des preuves à l'appui. Mais voilà, j'étais en retard d'une demi-heure. Ce qui est sympa dans cette discussion, que les commentaires que je lis ici et des questions, ils abandonnent dans mon sens. Les gens ont des doutes et sur Navalny, sur comment ça s'est passé, et sur les mainstream, etc. Et moi, je pense qu'ils ont raison.
peut-être que votre question est assez longue. Alors, je suis habituée, en réalité, quand j'interviens sur la Russie, d'être toujours la russophobe de quelqu'un ou d'être, comment dire, au contraire, l'agente de Poutine selon une autre partie de l'auditoire. Donc, je ne sais pas, comme vous avez dit que vous n'avez pas écouté la première partie de mon intervention. Non, je n'ai pas écouté, c'est vrai. C'est dommage parce que justement, je pense qu'au contraire, je dis des choses qui sont peu dites dans le reste de la presse occidentale, notamment sur les éléments de la trajectoire de Navalny, mais je ne peux pas y revenir sur tous ces éléments maintenant. Donc puisque je l'ai déjà fait. Et donc voilà, donc je ne sais pas, effectivement, quand vous avez parlé des talk-shows russes, enfin des émissions politiques qui existent en Russie, et effectivement, c'est un élément que je trouve intéressant, sur lequel on va publier d'ailleurs un article dans les prochains mois, normalement, parce que, à mon avis, il faut effectivement en avoir une lecture. Il s'y dit des choses pas inintéressantes et qui ne sont pas, en quelque sorte, qu'on ne peut pas rabattre sur de la pure propagande et qui témoignent d'une certaine vivacité du débat en Russie et chose intéressante qui n'existe pas en France, d'une importance de l'importance des questions internationales à la télévision publique russe, qui sont très peu traitées, par exemple, en France. Pour des raisons qui s'expliquent, hein, les auditeurs russes sont baignés dans les enjeux géopolitiques qui d'ailleurs, et ça on peut le regretter aussi, invisibilisent assez largement les questions politiques internes. Et je pense que ce n'est pas non plus un hasard que la focale soit mise sur l'international et qui passe sous silence un certain nombre de difficultés intérieures. Voilà, par exemple, les Russes savent très peu, en regardant la télévision russe, que, par exemple, la première force d'opposition en Russie, qui sont les communistes, à la Chambre, au Parlement, à la Douma russe, ont durci leur opposition à Vladimir Poutine ces derniers temps. Ils ont notamment voté contre un amendement important à la constitution russe qui a été adopté cet été et qui autorise le président Vladimir Poutine désormais à se représenter encore 2 fois à la présidence, ce qui lui permet de potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et il n'y a pas une unanimité sur ces questions-là. Le communiste, qui avait l'habitude peut-être d'être moins frontal avec le Kremlin, ces temps-ci s'inquiète lui-même d'un certain nombre d'évolutions politiques qui risquent également de le toucher à terme. Puisque si Navalny est présenté par Poutine, par le Kremlin, comme un agent de l'étranger, ce n'est pas le cas de l'opposition dite officielle, celle qui a le droit de participer aux élections. Et les communistes s'inquiètent non seulement de ce que je viens de vous dire, mais aussi d'être l'objet de plus en plus eux-mêmes de répression. Au moment des manifestations qui ont suivi l'arrestation de Navalny, un certain nombre de députés communistes ont décidé de rejoindre les manifestations. Il y a eu un débat en fait au sein du Parti communiste et une partie des communistes ont choisi de rejoindre les manifestations et se sont retrouvés certains députés qui jusque-là étaient quand même préservés de la répression, se sont retrouvés arrêtés, ce qui veut dire qu'il faut un peu complexifier le schéma d'analyse en regardant aussi ce qui se passe à l'intérieur de la Russie et pas rester dans la confrontation Russie-Occident, à mon avis. Merci, monsieur, pour votre intervention. Ça fait toujours plaisir d'entendre un petit peu de russe, surtout dans une conférence sur la Russie. Du coup, là, vous étiez un peu concentré sur des questions intérieures, mais on va un petit peu revenir
à l'international. Et vous aviez évoqué tout à l'heure le projet de gazoduc Nord Stream 2. Et c'est vrai que ça constitue quand même un lien entre la Russie et l'Europe. On a vu que, par exemple, Angela Merkel, par rapport à l'arrestation de Navalny, etc., c'est quelque chose qu'elle avait condamné, mais en même temps, elle avait un peu très rapidement fait comprendre qu'elle tenait quand même au projet et que ça la mettait quand même dans une position assez inconfortable. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus longuement de cette relation un peu entre Russie et Européens d'un point de vue du coup politique, mais aussi dans ce cas-là économique et en fait énergétique? Alors, sur cette relation plus générale, alors, si on part du Nord Stream 2, effectivement, l'Allemagne pour l'instant tient le choc, c'est-à-dire qu'elle continue, Merkel continue à vouloir que le gazoduc soit achevé. Elle souhaite ne pas politiser excessivement cette question qu'elle estime être une question économique, strictement économique, qui implique des acteurs commerciaux, Gazprom, et aussi un certain nombre d'entreprises de grands groupes européens. Et jusqu'à présent, elle arrive à tenir cette ligne. Dans un premier temps, la France avait soutenu cette option. Et notamment, je vous rappelle que à l'été 2019, Emmanuel Macron a semblé faire une sorte d'ouverture à la Russie, à essayer d'engager un dialogue, à tenter de rétablir des relations plus normales avec la Russie en invitant Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Et c'était dans un contexte dans lequel il était la présidence de Donald Trump avait créé des turbulences dans la relation transatlantique entre l'Europe et Washington. Et d'une certaine manière, maintenant, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, Emmanuel Macron faisait une ouverture à la Russie de manière à rentrer en rapport de force avec Donald Trump, qui se plaignait beaucoup des contributions trop faibles des Européens au budget de l'OTAN, qui souhaitaient les voir davantage payés pour la protection militaire américaine, etc., etc. Donc, à un moment, effectivement, il y a eu entre le Nord Stream 2 avec l'Allemagne et puis cette ouverture française, a semblé avoir une fenêtre d'opportunité. Désormais, Paris semble refermer cette parenthèse, puisque il y a eu un certain nombre de déclarations qui n'allaient pas dans le sens de la position allemande sur le sujet, qui était de maintenir ce gazoduc. Donc voilà. Donc les relations entre l'Europe et la Russie ne sont pas prêtes de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Peut-être un mot sur la manière dont la Russie perçoit l'Europe. Alors, c'est vrai que l'Europe, ça reste un marché important pour la Russie, notamment, comme je vous le disais, pour l'exportation du gaz. Mais il y a eu deux éléments de basculement majeur qui expliquent cette dégradation. Et je pense qu'il faut revenir aussi sur l'épisode de l'intervention occidentale en Libye, qui avait été très fortement souhaitée par Paris, bien sûr suivi, qui avait été suivi aussi par Washington. Et donc, il y a eu une intervention en 2011 de l'OTAN en Libye au moment… et cette intervention de l'OTAN, la Russie y avait consenti en s'abstenant au Conseil de sécurité de l'ONU. Simplement, les Occidentaux ont outrepassé leur mandat, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé cette intervention pour renverser le régime de Kadhafi et l'éliminer physiquement, ce qui a été vécu par Moscou comme une trahison.
Et ça a été sans doute d'ailleurs un des éléments qui explique le retour de Vladimir Poutine à la présidence. Et puisque Medvedev aurait pu faire un deuxième mandat, et il était plus favorable à un rapprochement avec l'Europe. Voilà, plus, j'y reviens pas, le renversement du gouvernement en Ukraine avec l'annexion de la Crimée qui a dégradé relativement les choses. Annexion que les Russes ont expliqué par le fait qu'ils souhaitaient, dont l'explication réside aussi dans le fait qu'ils ne souhaitaient pas voir leur base de Sébastopol, leur base navale à Sébastopol, c'est-à-dire en Crimée, potentiellement basculer du côté de l'OTAN, puisque le gouvernement qui a été mis en place à la faveur de ce renversement en Ukraine était favorable à une adhésion à l'OTAN. Donc voilà, ça c'est aussi un élément de compréhension. On voulait aussi revenir sur, vous avez parlé du fait que Poutine allait peut-être rester encore très longtemps au pouvoir, et on se demandait qu'est-ce qui, selon vous, lui permettait de se maintenir au pouvoir dans la durée. Et ça rejoint une question qui a été posée aussi, quel est en fait le véritable objectif de Poutine? Est-ce que c'est de consolider et protéger son pouvoir au sein de la Russie, ou est-ce qu'il aimerait étendre son pouvoir sur l'Europe occidentale? Et dans ce cas, est-ce que Poutine est une véritable menace pour les Européens? Alors, je pense que on peut répondre un peu par la négative, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, par exemple, Navalny a tendance sa stratégie, c'est de présenter Vladimir Poutine comme étant essentiellement obnubilé par son pouvoir personnel, son enrichissement personnel, et qui s'accrocherait au pouvoir pour des raisons strictement à la fois psychologiques et personnelles. C'est un peu réducteur, je pense, de réduire Vladimir Poutine à cela. De fait, il souhaite, il ne quittera pas le pouvoir s'il n'a pas l'assurance, en quelque sorte, que les institutions qu'il a construites, le régime qu'il a construit, puissent être affaiblis, renversés. Et donc, pour l'instant, en quelque sorte, il a créé le vide autour de lui. Donc, il y a un problème tout à fait matériel de successeur. Personne, en quelque sorte, il n'a pas laissé l'espace politique pour que puissent émerger des figures qui puissent lui succéder. Et tout ce qui va dans le sens de la dégradation des relations avec l'Occident alimente la crainte d'une tentative de subversion par l'Occident de son régime, ce qui le conforte encore dans l'idée qu'il ne doit pas lâcher les rênes. Je pense que c'est ça. Et quant à ses prétentions de vouloir influencer l'Europe, ou même de s'étendre, comme un certain nombre de pays le craignent, comme la Pologne, les pays baltes, qui parlent, s'agissant de la Russie, d'un expansionnisme, je pense que c'est tout à fait exagéré. Le fait que ces pays le craignent, ça s'explique par leur histoire. Ce sont des pays qui ont été placés à la périphérie pendant toute leur histoire, dans les marges de l'Empire russe, et donc ils voient la Russie comme en quelque sorte un adversaire historique de leur indépendance. Donc ça s'explique d'un point de vue historique, mais sur le point factuel, il me semble que la menace est relativement exagérée. Ça se voit sur le cas du Donbass. Par exemple, Vladimir Poutine, le pouvoir russe ne souhaite pas récupérer cette partie de l'Ukraine. Il y règne une instabilité que la Russie peut éventuellement activer si jamais elle veut rentrer en rapport de force avec Kiev, mais son ambition n'est bien évidemment pas de gagner du territoire. Et pour l'annexion de la Crimée, cet enjeu militaire était très important pour expliquer
pour expliquer une annexion avec laquelle, il faut le dire, même si le référendum s'est fait dans la précipitation, une large majorité des Criméens étaient favorables, même si les conditions du référendum ne respectent pas vraiment tous les canons du droit international. Donc ensuite, on a une question qui concerne donc l'influence des États-Unis en Amérique latine, qui ont notamment contribué à destituer les gouvernements, notamment au Brésil, ce qui a permis la construction des BRICS. Et la personne relève que la Russie, elle a semblé assez insensible à ces ingérences, et donc elle se demandait ce qu'il en est vraiment. Je ne vois pas très bien le lien avec les BRICS, j'avoue. Je peux juste te dire que plutôt la Russie, elle est plutôt en sympathie avec les pays en Amérique latine qui, comme elle, enfin, avec des idées politiques fort différentes, hein, mais disons d'un point de vue géopolitique, conteste l'hégémonie américaine. Elle a des bonnes relations avec le Venezuela. Elle avait, dès l'époque Chavez, et ça s'est maintenu avec Maduro. Donc, moi, je vois plus ça, effectivement. Et pour les BRICS, la construction des BRICS, donc de ce club des pays émergents, la Russie est très favorable parce que ça conforte sa vision à la fois de la vision du monde tel qu'il est, tel qu'il devient et tel qu'il devrait être. C'est-à-dire que pour la Russie, l'hégémonie américaine est en train d'être grignotée progressivement et on voit émerger des pôles qui contrebalancent cette influence avec la Chine et aussi donc avec les BRICS, auxquels la Russie a fortement contribué, sur lesquels la Russie a une politique active, et elle souhaite que cette tendance soit confortée en quelque sorte. Alors, il y aurait une autre question, elle serait plus sur un conflit qui a eu lieu aux frontières russes l'année dernière. On l'avait vu notamment lors du début de la guerre du Haut-Karabakh, la Russie semblait en retrait, même on l'a même dit comme fragile face à la Turquie au moment du début du conflit. Cependant, la signature de l'armistice entre les deux pays s'est faite sous les auspices de la Russie et même le cessez-le-feu est sous son contrôle. Est-ce que la Russie ne sort pas finalement renforcée dans le Caucase? Et qu'est-ce qu'elle a y gagné au final de se mettre en avant par rapport à la Turquie dans cette zone? Le Haut-Karabakh et le Caucase, c'est une zone de rencontre. Enfin, historiquement, c'est là que se sont en quelque sorte confrontées les zones d'influence turque et russe depuis le XVIIIe siècle. Mais comment dire, donc c'est une zone de tension potentielle. En gros, l'acteur qui était dominant dans cette zone, c'était clairement la Russie. Non, c'est parce que l'Arménie, l'Azerbaïdjan étaient d'anciennes républiques soviétiques. Donc, l'Arménie appartenait à l'Union économique eurasiatique, qui est en quelque sorte sur le plan économique une zone d'influence russe, faisait partie également d'une alliance militaire, appartenait à une alliance militaire qui était chapeautée par Moscou. Et par ailleurs, la Russie entretenait d'excellentes relations aussi avec l'Azerbaïdjan, ce qui lui a permis de jouer ce rôle d'arbitre. Sur ces entrefaites, la Turquie, elle est plus dans le rôle de nouvel, enfin pas de nouvel entrant, mais en tout cas qui souhaite plutôt faire
comment dire, accroître son influence dans cette partie du monde, donc au Caucase. Et de ce point de vue-là, moi je dirais qu'il y a plutôt un match nul entre la Russie et la Turquie, c'est-à-dire que la Russie s'est confortée dans son rôle d'arbitre, et elle s'y est plutôt bien prise d'ailleurs, en contribuant à ce qu'il y ait un accord qui soit trouvé, un accord de cessez-le-feu. Cela dit, les Arméniens ont été battus à plat de couture, donc ils n'avaient pas trop le choix de signer. Et de l'autre côté, la Turquie a résolument mis un pied dans le Caucase, notamment à travers l'Azerbaïdjan, avec laquelle il y a une coopération militaire extrêmement étroite. Et donc, je dirais que c'est une zone de confrontation et d'équilibre en même temps pour l'instant, parce que les Russes et les Turcs, depuis un certain nombre d'années, se confrontent fortement sur un certain nombre de sujets, notamment par exemple en Syrie aussi, où ils sont dans des formes d'alliances renversées, puisque la Turquie soutient les opposants à Assad, alors que la Russie intervient en Syrie en soutien à l'armée syrienne. Donc, là aussi, il aurait pu y avoir un terrain de confrontation très fort. Il y a même eu des heurts à certains moments qui ont pu craindre une escalade régionale. Mais ils partagent un certain pragmatisme dans les relations internationales qui fait qu'ils sont capables, en quelque sorte, de scinder les dossiers et de pouvoir trouver des points d'accord sur un certain nombre de dossiers quand ils se confrontent sur d'autres terrains, ce qui est la force de la relation russo-turque. Donc maintenant, une question un peu plus d'actualité, si on peut dire, notamment sur le vaccin Sputnik qui a été fabriqué en Russie, et donc la signification pour la politique d'influence russe de ce vaccin. Pour les Russes, ils sont extrêmement fiers de cette réussite scientifique, qui est d'ailleurs davantage une réussite scientifique qu'industrielle, parce que effectivement, de l'Union soviétique, ils ont gardé de très bons restes, notamment dans la recherche dans les vaccins et plus généralement en épidémiologie aussi. Ils ont des excellents experts, etc. Donc, ils ont à l'heure actuelle réussi à concevoir déjà 3 vaccins. Oui, mais c'est pas grave, j'ai d'autres trucs. Par contre, ils n'ont pas d'importantes capacités de production. Donc, les Russes cherchent à signer des accords de production un peu partout dans le monde. Ils l'ont fait avec l'Inde, avec la Corée du Sud. Et en fait, l'Europe, jusqu'à présent, lui ferme les portes. Donc, on peut se demander là si, effectivement, les intérêts géopolitiques et la détestation de la Russie ne conduisent pas les Européens à jouer contre leurs intérêts sanitaires. Alors, ce que répond l'Europe, elle dit nos capacités de production vaccinale, de toute façon, elles sont occupées déjà par des vaccins, par différents vaccins, Pfizer, AstraZeneca, etc. Et donc, nous, on serait potentiellement intéressés par des vaccins russes, mais ils sont incapables de les produire. Voilà le discours qu'on tient à la Russie. La Russie, visiblement, elle est prête quand même à exporter, ce qui là pose la question de la priorité qu'accorde la Russie par rapport à la vaccination de sa propre population, puisque les exportations pourraient se faire aux dépens de sa propre population. Il pourrait sacrifier en quelque sorte son prestige international, sa population sur le prestige international. Mais bon, à la rigueur, c'est l'affaire des Russes, au point que désormais, l'Allemagne dit nous, on serait prêt à accepter des vaccins russes si jamais ces derniers sont prêts à les exporter, en se passant
en passant par-dessus des commandes faites depuis Bruxelles. Donc, il y a des positions un peu différentes au sein de l'Europe sur ces questions. Notamment, la Hongrie a déjà accepté les vaccins russes sur son territoire. Et justement, comme on parle de la crise sanitaire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation sanitaire en Russie et comment ça a été géré par le pouvoir russe? La crise sanitaire en Russie, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que elle a été gérée d'une certaine manière, de manière assez avec les instruments qu'on connaît ailleurs. Il y a eu du confinement, il y a eu différentes mesures de restriction. Son système de santé, il faut le dire, notamment dans les régions, est fragile. Donc, il a été à certains endroits fortement débordé. Mais quand même, le pouvoir russe a fait preuve d'une certaine efficacité. En tout cas, il en a montré un certain nombre de manifestations, notamment à Moscou, où ils ont construit de manière assez rapide des hôpitaux de campagne pour accueillir les malades. Il y a la vaccination, enfin le fait de découvrir un vaccin qui fait quand même partie des atouts. Donc voilà. Et après, sur le plan de la gestion d'épidémie, on a beaucoup accusé la Russie de trafiquer les chiffres. Moi, sur ce sujet, je ne pense pas qu'il y ait de... J'ai pas d'opinion très arrêtée sur ce point-là. J'aurais du mal à vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'articles qui montraient que, effectivement, dans certains nombres de régions reculées, les hôpitaux étaient en forte tension. Je sais qu'il y a eu, je ne me rappelle plus de la région, même quelque chose, d'un certain nombre de... Ah, excusez-moi, j'ai ma fille qui frappe à la... Joanne, attends, ma chérie. Donc, oui, des brancardiers qui ont même apporté des malades devant les portes du ministère de la Santé d'une des régions dont le nom m'échappe. Donc voilà, donc il y a eu aussi le système de santé a quand même subi une pression assez considérable et il est pas toujours... Il y a une grande différence, en gros, entre Moscou et puis le reste du pays. On avait une question de quelqu'un dans le chat qui rappelait qu'il y a 60 ans, Yuri Gagarin s'envolait dans l'espace. Et donc, la question, c'était ne va-t-on pas vers un sursaut de nationalisme à l'occasion de cette célébration à la gloire du coup de la Russie? De nationalisme, je ne sais pas. Après, de toute façon, effectivement, ça fait partie des exploits auxquels dont le pays est fier. Donc, il sera célébré. Moi, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient. Et voilà, c'est comme les festivités autour de la Seconde Guerre mondiale, qui a une très grande importance pour les Russes et qu'on ne peut pas réduire à une manipulation du pouvoir qui qui rabattrait les troupes pour... Non, c'est un événement historique. Près de plusieurs millions de Soviétiques sont morts pour libérer l'Europe. Et donc, dans les mémoires familiales, c'est très important. Et effectivement, cette mémoire est accompagnée d'une politique qui vise à l'encourager, à encourager ces manifestations, mais elle a aussi une réelle résonance populaire, quoi. Oui.
Du coup, là, au niveau du chat, on n'avait plus trop de questions. Si jamais quelqu'un avait encore une dernière question, vous pouvez la poser via le chat. Oui, moi, je me permets d'intervenir, si vous m'entendez. Pour Madame Oui. la journaliste, vous n'avez pas mentionné qu'au début de sa formation, alors qu'il a bénéficié de bourses de l'État américain et il semblerait qu'il y ait des preuves qu'aujourd'hui encore il est financé par le NED, qui est le bras armé de l'État américain pour faire son influence. Donc, je pense que c'est important de le mentionner, à moins que ce ne soit faux. Quel cas, ça serait important de le contester. Oui, c'est vrai que Navalny a eu, je ne sais plus en quelle année, il a été invité dans le cadre d'un programme de coopération dans lequel le NED était effectivement impliqué pendant 1 an à l'université d'Harvard, où il a effectivement… comment dire… Yale, hein, c'est pas Harvard, mais… oui, Yale, pardon, oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Non, je ne suis pas journaliste, mais… Non, non, c'est mes… Et donc, de toute façon, comment dire… les Américains arrosent partout dans le monde des ONG, des activistes, des associations de la société civile qui leur semblent aller dans le sens des revendications, de l'idéologie, qu'ils souhaitent promouvoir. Donc, effectivement, Navalny a bénéficié de ce type de programme. Ses idées, comme je le dis, il se positionnait, même en tant que nationaliste, il se positionnait comme pro-occidental. Il a… donc voilà, je pense que et comme je l'ai dit, de toute façon, il a effectivement un certain nombre de… son passage par Berlin l'a encore plus aligné sur les, on va dire, les intérêts occidentaux, notamment en appelant aux sanctions. Il y a un certain nombre comment dire… alors, sur les financements dont il bénéficie, notamment sa fondation anticorruption, sa fondation anticorruption, évidemment, publie ses comptes dans lesquels elle mentionne essentiellement des dons privés, des dons de particuliers russes qui financeraient cette fondation. Mais par ailleurs, Navalny a aussi mentionné, il a un certain nombre d'oligarques en rupture de ban avec le pouvoir qui sont exilés aux États-Unis, dont il recevrait aussi des fonds qui notamment ont payé ses soins à Berlin. Donc ça, c'est que les financements, je dirais, dont on a des traces ou des confirmations dans la presse. Mais officiellement, sa fondation n'est pas financée directement par des organisations américaines. Elle ne peut d'autant moins l'être officiellement que c'est interdit en Russie désormais. Donc, du coup, on peut très difficilement avoir accès aux informations, à part celles qui sont disponibles. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner sur une toute dernière question. Ça fait déjà 1h30 que nous sommes là. C'est très intéressant en même temps. Du coup, cette question, ça serait plus sur un aspect qu'on avait un peu évoqué, mais dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sont autour des enjeux de la révision de la constitution russe, notamment le fait que Vladimir Poutine peut se représenter jusqu'en 2036, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour la Russie actuelle? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, je dirais que, déjà pour mentionner, cette nouvelle constitution a été adoptée l'été dernier. Elle a été approuvée à près de 78% des votants.
avec un taux de participation pas négligeable de 67%. Alors, il y a eu à peu près deux moments dans l'adoption de cette constitution. Dans un premier temps, une partie, les analyses que je lisais, les choses qui circulaient, c'était de prendre relativement au sérieux la volonté de Vladimir Poutine de faire une sorte d'amender dans un sens plus ouvert et un peu plus libéral le système politique russe. Ça a été au début pris un peu au sérieux, notamment parce qu'il y a des éléments qui renforcent un petit peu le pouvoir du Parlement, qui joue un rôle plus important dans la désignation du chef du gouvernement, du Premier ministre, ainsi que la Chambre haute, le Conseil de la Fédération. Et dans un premier temps, on s'était dit même qu'il était en train de se ménager une porte de sortie de la présidence. Notamment, il a créé si je me rappelle bien, il a renforcé les prérogatives assez significativement d'une institution qui était jusqu'alors que consultative, qui s'appelle le Conseil d'État, dont on a pu penser qu'il aurait pu prendre la tête en ayant une sorte de retraite un peu surplombante, avec un certain nombre de prérogatives quand même, pour en quelque sorte progressivement passer la main. On a même évoqué à un moment la possibilité qu'il préside l'Union Russie-Biélorussie, parce qu'il était en train de mettre la pression sur Loukachenko pour que Loukachenko accélère et accélère l'intégration de ces deux pays, qui est normalement prévu par les traités, et qu'il en prenne la tête de cette super union. Donc ça a été le premier. Et puis, effectivement, sur le finish, en fin de course, il y a eu ce nouvel amendement qui a remis les compteurs à zéro, c'est-à-dire qui permet au président désormais de faire encore 2 mandats supplémentaires. Et ça a quand même largement, du coup, transformé considérablement la lecture qu'on peut faire de cette nouvelle constitution. Et c'était une question tellement importante qu'en gros, ces petites modifications, ces aménagements qu'il y a eu, d'un seul coup, ont semblé dérisoires par rapport au fait qu'il donnait le signal qu'il se donnait les moyens de ne pas quitter le pouvoir, qu'il allait potentiellement rester. Donc, ça a complètement changé les choses. Ce qui était important pour le gouvernement à ce moment-là, c'était moins l'approbation de ce texte, qui faisait pas trop de doute, que plutôt le taux de participation. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il a été introduit des éléments qu'on ne trouve pas dans toutes les constitutions, qui sont des éléments plutôt de nature sociétale. On a interdit constitutionnellement le mariage homosexuel, par exemple, qui est un sujet qui fait consensus ou presque en Russie. On a introduit des éléments aussi de nature sociale. Il a été constitutionnalisé que désormais les retraites seraient indexées sur l'inflation. Donc, c'est des éléments qui ont permis de mobiliser un peu l'opinion plutôt que de s'en tenir à des aspects strictement institutionnels qui n'auraient pas permis d'obtenir des taux de participation aussi importants. Puis, il y a eu les moyens mis en œuvre pour que ce référendum soit presque une fête, avec beaucoup de festivités autour de ce référendum qui a permis d'atteindre ces taux de participation. Eh bien, je vous remercie. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à cette conférence. Merci, Madame Richard, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à notre appel. C'était très agréable, on a appris beaucoup de choses. Eh bien, merci de votre invitation et puis bonne soirée à tous alors. Merci beaucoup, bonne soirée. N'hésitez pas à suivre pour voir les prochaines conférences. Et bonne soirée à vous. Merci et bravo. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.